Eh bien, nous voici au chapitre 28. Marie passait de dures journées à s'épuiser volontairement le corps et l'esprit dans de multiples travaux ou de longues chevauchées dont elle rentrait rarement bredouille, contribution presque indispensable au ravitaillement de sa famille. Alors, le soir, trop fatiguée pour penser, elle s'écroulait sur son lit et sombrait dans un sommeil lourd, agité, peuplé de rêves étranges, dans lesquels elle ne cessait d'appeler Sven. Par une nuit tiède et douce d'été, la jeune fille dormait roulée en boule, tel un jeune animal, la grosse tête de Teufel posée en travers de ses jambes. Lorsque, soudain, le gros chien, qui dormait jusqu'à présent en ronflant, releva brusquement la tête. Tous les sens s'en allèrent, et en sentit, plus qu'entendu, le danger d'une présence étrangère. Sans bruit, il se coula, malgré sa taille, hors du lit, sans réveiller sa jeune maîtresse, puis se dirigea, sa grosse truffe noire agitée de frémissements, droit sur la fenêtre laissée ouverte sur la tiédeur de la nuit. Soudain, une main, puis un bras passa l'encadrement de la fenêtre, suivi bientôt par tout le buste d'un homme. Sans faire aucun bruit, l'inconnu se rétablit sur l'appui de la fenêtre. Teufel gronda sourdement lorsque l'inconnu l'appela à voix basse. Teufel baissa la tête, la relevant une fraction de seconde afin de humer l'odeur de l'homme. Puis, soudain radouci, il remua faiblement la queue. L'inconnu en profita pour passer ses jambes par-dessus l'appui et sauter souplement sur le plancher. De là, il se dirigea droit vers le lit où reposait Marie, confiante, sans se douter de rien. Il se baissa, contemplant quelques secondes la jeune fille, son visage fin et délicatement modelé, éclairé seulement par la lueur de la lune. Sans pouvoir y résister, il avança la main et caressa la soie fine de ses longs cheveux dorés, étalés épars sur les oreillers. Elle bougea dans son sommeil et parla dans ses rêves. « Sven, Sven !» À ces mots, l'inconnu tressaillit, et comme un hardi, il passa sa main très doucement sur le visage de la jeune fille. Celle-ci, tirée de son sommeil par ce contact pourtant léger, ouvrit un œil encore endormi. Lorsqu'elle vit la haute silhouette sombre qui se dressait au-dessus d'elle, se découpant dans l'obscurité, terrifiée, elle ouvrit la bouche pour hurler, lorsque l'homme lui posa presque violemment la main dessus la bâillonnant pour étouffer ses cris. Marie, terrorisée, le cœur battant à tout rompre, essaya de se dégager sous la poigne de l'intrus qui l'étouffait presque. L'homme se pencha et murmura à son oreille d'une voix un peu trop rauque. « Marie, chut, ne fais pas de bruit, s'il te plaît, c'est moi. Sven, je vais enlever ma main, alors ne crie pas, d'accord ?» Marie, passant dans la peur à la joie la plus forte, sentit sans pouvoir les retenir des larmes jaillir de ses yeux. Elle se jeta contre la poitrine du Norvégien, l'étreignant, ne pouvant se lasser de le sentir vivant et bien réel, de retrouver la force de ses bras qui l'enlaçaient, de respirer son odeur mêlée à celle du tabac. Longtemps ils demeurèrent à s'embrasser, presque fous, après tant de jours. Ils ne pouvaient se rassasier l'un de l'autre. Le premier, le Norvégien se força à reprendre ses esprits. Doucement, à contre-cœur, il la repoussa légèrement. Elle gémit, frustrée, et croisa son regard vert, inquiet, tandis qu'il murmurait d'une voix basse, infiniment tendre. « Marie, chut, Marie, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut que je te parle. »« Pas de temps ? Pourquoi ?» fit-elle affolée à l'idée de le perdre à nouveau, et ne pouvant supporter cette idée. « Il va falloir que je reparte très bientôt, dans quelques minutes. »« Mais pourquoi ?» hurla-t-elle presque désemparée. « Chut, Marie, fit-il d'une voix basse, en caressant doucement du bout des doigts son visage. « Chut, écoute-moi maintenant. » Sous ses mains, il la sentait trembler. Ses grands yeux bleu marine agrandis d'appréhension. « Écoute, avec Hans, nous avons fait exprès de précipiter l'Alftrag dans la Loire pour faire croire à un attentat. »« Quoi ? Et tu m'as laissé croire que... » Marie, je n'avais pas le choix. Laisse-moi t'expliquer. Nous avons nagé un moment. Puis, en nous dissimulant, nous avons attendu la nuit. Et là, nous avons réussi à gagner le camp des résistants français. Résistants ? Mais c'est toi qui m'as donné cette idée, lorsque tu as dit que seule la mort me libérerait. À présent, pour l'armée allemande, je suis mort. Ma famille ne reste que rien. Et je suis encore en France. Nous nous sommes rendus résistants, qui n'ont pas encore totalement confiance en nous. C'est pour cela qu'ils m'ont accordé qu'1 heure pour te parler. 1 heure ? Balbutia Marie, le cœur en déroute. Oui. Passé ce délai, ils abattront Hans. Ils le feront. Ces gars ne plaisantent pas. Sven, chut, Marie, tout ira bien. Maintenant, je suis passée à la résistance. Les nazis n'ont qu'à bien se tenir. Mais Sven, c'est trop dangereux. Tout est dangereux, Marie. Et à présent,
je suis du bon côté. Je lutte pour une cause à laquelle je crois. Les résistants ne nous font pas confiance. Ils ont un peu de mal à imaginer que le commandant de Panzer, qui les a harcelés depuis des semaines, se rende comme prisonnier. Et bon, leur chef est intelligent. Il sait ce que je peux lui apporter. Puis, il n'y a pas grand-chose à perdre après tout. Marie, écoute-moi bien. Personne ne doit savoir que je suis encore vivant. Personne, même pas Léa ou ta mère. C'est trop dangereux. Car si jamais le général Von Haas a soupçonné quoi que ce soit, personne ne saura. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit, Sven, j'ai cru. C'était si atroce. Presque violemment, il l'embrassa, puis il fit de sa voix trop rauque à l'accent étrange. Marie, je ne savais pas si nous y arriverions, ni comment les résistants nous accueilleraient. Il y avait si peu de chances de réussir. J'avais si peur que les Allemands soupçonnent quelque chose. Il fallait que tu sois sincère, sans quoi Von Haas l'aurait su. Ce type a le flair d'un chien de chasse. Il renifle le moindre mensonge à des kilomètres. Pardonne-moi de tout ce mal, mais je ne pouvais pas agir autrement. Elle se serra un peu plus contre lui, chuchotant. C'est oublié, Sven, tu es là, tu es vivant, plus rien d'autre ne compte. Puis elle ajouta, d'une voix plus mutine. Mais ne t'invite pas, Sven Valdemar, de recommencer un coup pareil. Ou crois-moi, le monde ne sera pas assez grand pour te cacher. Le lendemain matin, Marie entra en coup de vent joyeux dans la cuisine, sifflotant gaiement, bien qu'un peu faux, l'air du temps des cerises, sous le regard ébahi de sa mère et Noémie, suprêmement étonnée de la voir à nouveau fidèle à l'image d'elle, un peu rebelle, de l'ancienne Marie, disparue depuis de longues semaines qu'elles avaient presque oubliées. Marie attrapa un quillon de pain et se jucha d'un bond souple sur la table où elle se mit à grignoter à belles dents. Sa mère la considérait avec une stupéfaction mêlée d'espoir. Peut-être qu'elle se remettait enfin de la terrible déchirure qu'elle avait subie. Sophie se reprit à espérer. « Tu es si gaie, ma chérie, ça nous fait tellement plaisir de te voir ainsi, fit-elle très doucement, en lui tendant un bol de lait tiède et sucré. « Merci, maman, fit Marie en prenant le bol des mains de sa mère. Et but aussitôt de longues gorgées de lait mousseux qui lui sembla le plus exquis qu'elle n'ait jamais bu, bien qu'il provînt comme chaque matin de Marguerite, la vache du domaine. C'est délicieux, ronronna-t-elle, les yeux pétillants d'une joie de vivre qui réchauffait le cœur. Noémie, tu aurais une tartine pour moi? Léa, qui poussait à ce moment même la porte de la cuisine, la considéra avec ébahissement. Eh ben, ça alors, tu fais la grève de la faim depuis des semaines, puis un jour tu te lèves et tout va bien, s'exclama-t-elle, presque avec des reproches. Marie, toujours assise sur la table en chêne, se tourna à demi vers sa petite sœur, une large tartine finement beurrée à la main. Son visage était comme transfiguré, et dans ses yeux dansait une flamme vivante et joyeuse qui les avait désertés depuis trop longtemps déjà. Léa fronça les sourcils, interloquée par le radical changement de sa sœur. Marie posa sa tartine et son bol sur la table et bondit souplement sur le sol de tomates usées. Elle prit sa sœur entre ses bras et l'embrassa sur les deux joues. Léa, peu encline à de telles effusions, se dégagea en criant « Maman, ça y est, Marie est folle !» Sa sœur aînée, rejetant ses mèches blondes comme autant de rayons de soleil, partit d'un éclat de rire presque irrépressible et s'exclama « Pas du tout, j'ai rêvé de Sven !» Sophie de Beaugency la considéra avec inquiétude, et Noémie faillit de surprise et d'émotion lâcher le plat qu'elle tenait. Marie considéra sa petite famille. « Bah, quoi, j'ai rêvé de Sven? C'est comme s'il était là !»« Marie, tu sais, Sven Valdemar est mort, » murmura le plus tendrement possible sa mère, effrayée à l'idée que sa fille aînée puisse perdre pied avec la réalité. « Maman, pour moi, Sven est vivant, puisqu'il sera toujours dans mon cœur. Bon, faut que j'y aille, faut que j'aille nourrir les bêtes, puis j'irai relever mes collets. » « À tout à l'heure !» s'exclama-t-elle avant de disparaître d'un bond de cabri par la porte donnant sur la vaste cour des Scaumes. Prestement, Léa lui emboîta le pas et la rejoignit en courant. « Ah non, 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 ça ne prend pas avec moi ces salades !» fit-elle en lui barrant la route. « Parce que peut-être que maman et Noémie gobent tout ce que tu dis, mais moi pas. » « Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais parfaitement. Ton rêve à propos du commandant. » « Écoute Léa, tu vois, là, je n'ai pas le temps de discuter avec toi, » fit Marie en repoussant sa sœur et en se dirigeant à grandes enjambées vers les écuries d'où montait un concert de hennissements impatients. La petite, loin d'être découragée, trottina à ses côtés, la harcelant de questions que son aînée faisait mine de ne pas entendre. Aux écuries, Marie servit le grain aux chevaux, orge aplatie et avoine blanche mêlée, toujours suivie par sa jeune sœur dont les tresses dorées battaient furieusement l'air. Prenant alors une mine découragée, la petite se s'asseoir sur un ballot de foin en faisant « Enfin, de toute manière, je ne vois que deux alternatives.
soit il est mort, et le pauvre, tu t'en consoles vite fait de ton prince charmant. Soi-disant le grand amour, ah, je rigole bien, tiens, s'exclama-t-elle en guettant la réaction de Marie. Celle-ci se tourna d'un bloc, ses yeux marines lançant de longs éclairs de rage contenue. Léa fit mine de rien, remarquait et poursuivit. Ou bien, ton excessive joie ne fait que confirmer ce que je subodore depuis des jours, c'est que ton commandant machin est bel et bien vivant. Marie sursauta, pâlit brusquement et bredouilla. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il te fait dire? Léa sauta sur ses 2 pieds en faisant voleter sa trop courte robe bleue, usée et délavée, s'exclamant triomphalement. Mais c'est toi, ma vieille, qui me fait dire qu'il est vivant. Et Hans, il est vivant aussi? Marie se troubla, s'efforçant de prendre une longue inspiration afin de tenter de maîtriser le battement désordonné de son cœur. Les jambes soudain molles, elle s'assit lourdement sur une balle de foin posée contre le mur, une main sur son ventre, encore plat. Elle s'efforça de lutter contre l'évanouissement. Léa, un peu effrayée par le malaise de sa sœur, s'était précipitée vers la sellerie, d'où elle ressortit en courant, un seau d'eau et un chiffon à la main. Vivement, elle se mit en devoir de bassiner très délicatement le front livide de sa sœur. Au bout de quelques instants, un peu de couleur réapparut sur les joues de celle-ci. Elle sourit doucement à Léa, qui la considérait avec inquiétude. « Ça va mieux, merci. »« Tu es malade? Faut en parler à maman !» Marie, tout à fait remise de son malaise, laissa éclater un rire léger. « Mais non, Léa, tout va bien. Je vais avoir un bébé, c'est normal. »« Eh ben, c'est pas moi qui en aurai, » grommela la petite, un peu vexée par la réaction de son aînée. Et nous nous retrouvons.